Et Bonjour tu le à toi. fais toujours aussi bien, c'est ça qui est génial. Bonjour à toi, Kerr. Salut à toi, Big B. Donc on dit bonjour au chat, et donc pour ça, on va dire aux quelques personnes qui ont vu qu'on était reparti en live avec Myriam, Jabil, Thoman, Drake, Thoman encore, Monbouchou, Rudy Vision, El Santonio, Sylvain 16, El Salonio, Lick Belmondo, Abdoulaye, Barry, Jajam, DR, Scad Bond, Pablo Mollard, Maki, Collectif DV, Epsilon 63, Rudy Vision, Asran, Morgan Balouille, Antox, Monbouchou, salut, toi je t'ai déjà dit bonjour, Kushiba, Oui, tu dis beaucoup bonjour. Sensei. Bonjour à tout le chat, bonjour à vous, bonjour à toi. Et on l'avait promis pour ceux qui avaient entendu entre les sillonnements, on allait vous y expliquer pourquoi, et bien tout simplement, il n'y a pas l'ami Cardel ce soir. Et bien tout simplement, Cardel a des problèmes, Cardel est monégasque, et évidemment, suite à ces frictions, ces élections, tous les gens qui ne sont pas français de souche ont eu des problèmes pour rentrer en France et sur Paris. Et donc, on va faire un Tipeee pour tout simplement réussir à récupérer Cardel. Donc, dès qu'on aura dépassé la jauge des 8 000 €, Cardel pourra donc prendre le train et revenir à Paris. On va donc tout au long de la soirée suivre ce long événement de cette campagne de dons Tipeee. Et dès qu'on aura atteint la jauge, sans doute que Cardel apparaîtra. Ouais, c'est vrai qu'il nous faut du pognon pour faire venir Cardel de Monaco, parce qu'avec le nouveau Inouï, tu sais, c'est le nouveau TGV, on n'a plus le droit de dire TGV, c'est has-been. Avec le nouveau Inouï de la SNCF, eh ben, ça coûte cher. Et pour ceux qui se posent la question, parce que je vois les gens dans le chat qui posent la question, est-ce que vous ne mettrez pas sur ces 8 000 € 500 balles de côté pour payer un fût à Kerr ? Le jour où je me paye un fût à 500 balles, c'est que la chaîne a vachement explosé. Et que je peux m'habiller comme David Lafarge, c'est-à-dire n'importe comment, en faisant des vidéos de merde. Direct. Bonjour à tous. Et du coup, alors, est-ce qu'on passerait pas directement aux news ? Moi, j'ai envie de dire OK, parce que après tout, quand tu fais 4 fois l'introduction, il y a un moment, passons à la suite. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Du coup, on va commencer par les news, et je vais commencer avec la news pognon. Est-ce que tu peux mettre mon filet, puisque c'est la news box office. J'en ai pas fait la semaine dernière. Je me suis dit que ça allait probablement beaucoup trop vous manquer si je la faisais pas cette semaine. Donc la voici, la voilà. Le box office qui était... aux États-Unis, c'était le week-end du Memorial Day. Donc un week-end un peu plus long. Et il y avait 2 grosses sorties ce week-end-là. Et il y avait également... Allez, on va dire 2 gros films qui étaient déjà sortis juste avant, Les Gardiens de la Galaxie 2 puis Alien Covenant. Là, on a 2 grosses sorties, un mastodonte et un outsider. Le mastodonte, c'était Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, le nouveau Disney. Et l'outsider, celui dont j'avais dit fièrement, et j'espère que tout le monde se rappellera très longtemps de ses propos parce que je suis un visionnaire, celui qui avait dit, donc j'avais dit quoi ? J'avais dit que Baywatch allait être un énorme carton, la surprise de l'été. Alors, j'avais pas dit énorme carton, mais j'avais dit la surprise de l'été. Reconnaissons-le. Et bien, Pirates des Caraïbes a pris la tête de ce box-office avec 77 millions de dollars ce week-end. Les Gardiens de la Galaxie est deuxième avec 338 millions. Ah oui, merde. Cumulatif. Ouais, cumulatif, mais j'ai oublié de mettre combien il a fait ce week-end. Enfin, il a fait 30, je crois. Et Baywatch, l'énorme surprise de l'été, a fait 23 millions, ce qui est un énorme échec. On en parlera un petit peu après. Donc, globalement, revenons un petit peu sur la première place. C'est le problème avec le soft porn. Maintenant, les gens ont du vrai porn gratos sur Internet. Tout à fait. Et Pirates des Caraïbes, donc La Vengeance de Salazar, même s'il prend la place du box-office, j'ai trouvé que ce démarrage était assez faiblard. Je m'attendais à un 100 millions à peu près pour un film aussi gros, et au final ça n'est que 77 millions. Les Gardiens de la Galaxie se bat vraiment très bien, puisque aux États-Unis il a 338 millions de dollars déjà en poche, 788 millions de dollars au total. On peut estimer que le film devrait faire le milliard s'il continue sur sa lancée. Avec l'été et le fait que le film soit finalement très sympa, il est possible qu'il récupère encore pas mal de pognon. Et alors pour Baywatch, c'est vraiment une catastrophe. Le film, alors j'ai pas son budget en tête, mais on peut estimer qu'il est à 200-250 millions pour comme compris. Ils vont avoir un mal de chien à le rembourser, ce qui était déjà prévu. Pirates des Caraïbes ne sera pas rentabilisé en salle. D'ailleurs, on avait peut-être en Chine. Tu vas pas nous faire le coup de la Chine à chaque fois. La Chine, c'est le pays où les films se rentabilisent magiquement. Non, c'est pas vrai, ça arrive très peu. Mais pour des films qu'on n'aurait jamais vu venir.
Ouais. Et si vous avez envie de savoir un peu comment fonctionne le box-office, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on avait fait sur le box-office, justement, les vérités sur le box-office. Qui est, de mon point de vue, la vidéo la plus intéressante que Kerr a fait. Merci. Et Vraiment, non, c'est vrai. Et donc voilà, qui est quatrième? C'est Alien Covenant, qui a 59 millions de dollars pour l'instant aux États-Unis, 160 dans le monde. Si on peut faire un bilan, pour l'instant, en ce début de course d'Alien, eh ben, c'est vraiment pas terrible. Et alors, le roi Arthur, le King Arthur, qu'on a bien aimé et qui est d'ailleurs en critique sur notre chaîne, 34 millions de dollars aux États-Unis. C'est un énorme fiasco. 119 millions de dollars au total. C'est un énorme fiasco. Donc voilà. Et sinon, ce week-end, il s'est passé un truc de ouf. C'est que La Belle et la Bête est devenu le 8e film à dépasser les 500 millions de dollars au box-office américain dans l'histoire. Et il est déjà à 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il sera battu cette année, puisque, enfin, sauf énorme surprise, il sera battu par qui déjà? Par Star Wars, bien sûr. Mais je pense que là, vu comme c'est parti, avec Thor, non, Thor ne fonctionnera pas autant, Justice League non plus. Donc moi, je vois bien La Belle et la Bête terminer deuxième du box-office 2017. Du coup, je vais juste réagir aux quelques questions du chat. Et la première qui est de dire où est Cardell, répondez sérieusement. Et donc, on va répondre sérieusement. Cardell, en fait, tout simplement, a travaillé ce week-end. Il était sur le Red Bull Comité. Et du coup, il est en repos aujourd'hui et donc ne peut pas venir pour l'émission. La deuxième question que j'ai cru voir à un moment, c'est est-ce qu'on va parler des quelques critiques de Wonder Woman? Oui, dans la dernière partie des news. Je me permets de reprendre le contrôle de ce vaisseau. Vas-y, reprends le contrôle du vaisseau. Eh bien, alors attends, je vais me retrouver ma news parce que je veux faire une news. Alors, il y a DR qui nous envoie 5 balles pour sauver Cardell. On remercie DR. Et DR, d'ailleurs, ça veut dire de rien. Eh ben écoute, bisous à toi, de rien. On le dira à notre ami Cardell. Et je pense que du coup, tu aurais dû avoir l'info avant qu'il était juste en repos, mais c'est un grand merci. Ouais, il est fatigué, l'ami Cardell, et il s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui. Je recherche donc ma news, puisque tu étais sur le box-office. Moi, je voulais tout simplement dire que... j'ai ma news en tête, c'est pas grave. Donc, dire que, eh bien, tout simplement, Disney, le président de Disney a annoncé que, eh bien, en fait, il n'y avait jamais eu de piratage de Pirates des Caraïbes, contrairement aux fake news, comme dirait Trump, qui s'étaient baladés sur la toile et que nous avons nous-mêmes relayés. Et donc, tout à fait. Vrai faux ou fausse info, du coup, des journalistes ont un peu gratté parce que d'un côté, Disney dit qu'il n'y a rien eu, de l'autre côté, il y a des groupements de pirates qui disent qu'ils avaient le film et qui, par magie, du soir au lendemain, ont arrêté de parler, juste avant de balancer les vidéos. Et donc, des gens se posent la question, est-ce que, en fait, ils ont été payés? Est-ce qu'ils n'ont pas été payés? Et il n'y avait rien. Et donc, là, d'un seul coup, on est dans le monde du hack, on est dans le monde des pirates, et il y a le site Torrent Freak, donc un gros site qui n'est pas très légal. Et donc le site Torrent Freak en fait a annoncé que en fait, d'après des informations qu'ils auraient et d'après ce qu'ils auraient pu voir eux, eh bien en fait effectivement il y a bien eu un piratage donc qui a été confirmé par Disney, mais ce n'est pas Pirates des Caraïbes qui a été volé. C'est carrément Star Wars. Et donc c'est Star Wars le dernier Jedi qui aurait été volé. Les derniers Jedi. Les derniers Jedi. Un Jedi des Jedi. Qui donc aurait été volé, mais dans une version non finalisée, donc encore avec fond vert, etc. Et comme le film sort plus tard, ils sont encore en discussion pour essayer de soutirer de l'argent à Disney. Mais ça serait incroyable qu'ils sortent le film là comme ça sur genre zone téléchargement. Il faut jamais dire oui aux terroristes et tout, mais je serais à la position de Disney, je comprendrais qu'ils payent pour que Star Wars ne soit pas diffusé. Mais la perte financière que ce serait de... Donc c'est Torrent Freaks, donc attention, je suis pas en train de citer le Wall Street Journal, c'est Torrent Freaks qui serait donc connecté à ces milieux de pirates. Bref, j'ai hâte de connaître la suite. Et peut-être que la suite, elle sera dans vos torrents. Mais t'imagines le nombre de gens sur le chat qui actuellement sont en train de faire F5 sur le site de la SACEM pour voir s'il a été mis en ligne. Voilà. Pendant que des gens sur le chat disent que c'est pas Star Wars 9 ou voire le 10, ben non, je ne pense pas, vu que les tournages n'ont pas commencé. Mais ça serait énorme. Mon cher Kerr, oui, moi j'ai vu que tu parlais de Disney, moi je vais faire tiens, vas-y celle-là, une grosse info sur les X-Men.
ou plus connu, on appelle ça comme ça dans l'Aisne. D'ailleurs, je salue tous nos amis de l'Aisne. C'est quoi comme numéro d'arrondissement? L'Aisne, c'est pas un département. arrondissement, c'est le 02. En fait, comme je suis Picard, en Picardie, on peut pas se moquer comme ça facilement de nos amis Picards, sauf de l'Aisne. Ça, on a le droit. L'Aisne, l'Aisne, on a le droit. Donc voilà. Donc grosse info X-Men, la première. Il y en a plein. Hein, voilà. Donc il y a un monsieur qui est producteur du côté de la Fox qui s'appelle Hutch Parker, qui a balancé plein d'infos comme ça. Il sortait de Lidl, il a croisé un journaliste, ils ont discuté sur le parking pendant qu'il rangeait ses courses dans le coffre de sa voiture. Première info. Pas du tout, c'est pour la production de Spider-Man lors d'une interview à Screen Rant. Et ben moi je trouve que ma version est vachement plus cool. Donc ce n'est pas Hutch Parker que vous non, voyez, ça c'est Maisie Williams. Mais ne mets pas toutes les photos dans le désordre, mes chers Daniel, s'il te plaît. La première info, c'est qu'il y aurait dans les cartons un film sur X-23, un stand-alone sur X-23, toujours interprété par Daphne Keane, c'est pas elle non plus. Daphne Keane, qui était donc X-23 dans Logan, c'est vrai qu'elle a marqué les esprits dans Logan, et elle devrait avoir un film en solo, l'ami X-23, et elle ne sera pas intégrée dans des films déjà existants, style Deadpool, style les New... C'est pas elle non plus, non, je rigole, Daniel, donc voilà. Je me permets juste de profiter de cette superbe vanne. Le truc, c'est qu'elle était excellente en X-23, sauf quand elle parlait. Donc, est-ce que ça veut dire que tous ses prochains rôles seront muets? Non, sinon, mais ça risque même d'être un quand gros elle problème. parlait. Oh, la non, catastrophe. Mais relou, mais vraiment. Mais c'est parce qu'en VF, elle avait un accent espagnol. Moi, j'ai regardé la version originale. Et elle est Wolverine. D'accord. Pour les sortes griffes. Sa voix est une catastrophe. Oui, mais par contre, elle joue hyper bien. Mais oui, mais tu vois, quand on fait l'accent espagnol, généralement, on est ridicule. Non. Sauf les Espagnols. Mais elle est. Mais non, je viens de dire sauf les Espagnols. Je suis pas en train de dire que les Espagnols sont ridicules. Daphne Keane, elle est pas espagnole. Non, j'ai pas dit qu'elle était espagnole. J'ai dit qu'elle était d'Amérique latine. Mais elle est pas d'Amérique latine. Daphne Keane, c'est pas Rodrigo de Garcia de Dos Santos. Ça tombe, elle est tout à fait d'Amérique latine. T'as un nom de famille de Côte d'Ivoire et pourtant t'es français. Enfin, tu vois, c'est pas les noms de famille. Voilà, on est en train de. Tu la vois, la piste glissante, là, t'es en train de te prendre les pieds dedans. Daphne King, j'ai regardé ça. Autre info intéressante. Sur son Facebook. Wolverine. Hutch Parker, il en dit quoi? Il en dit que, je vais vous lire tout simplement. Je pense que pour le moment, mais attention, il dit bien pour le moment, il le souligne. On se concentre sur d'autres personnages. Que globalement la prestation de Hugh Jackman en Logan, c'est la prestation absolue de Wolverine et qu'ils ne sont pas prêts de le remplacer ou de faire un reboot ou quoi qu'est-ce. Voilà, ils expliquent aussi qu'ils ont plein d'autres choses à explorer dans l'univers des X-Men. Ça, c'est plutôt pas mal. Tu sais que le mec, il a répondu, c'était une question, il a répondu, s'il y a une seule phrase, la quote, c'est une seule phrase qui durait 2 secondes d'interview. Ça fait 8 minutes qu'on en parle. Exact. Les autres projets, justement. Elle est britannico-espagnole, Daphne Keane. Les autres. Ni toi ni moi n'avons raison. Elle est britannico-espagnole. Ouais, donc c'est sa vraie voix espagnole. Donc elle a une vraie voix de Mais moi, je l'ai vue en VF. Donc, la VF, en fait, tu sais, c'est des gens qui sont dans des salles et qui, du coup, se réenregistrent par-dessus. Je sais bien. Ah bah, je voulais juste préciser au cas où. Ok. Tu ne m'avais jamais dit que tu savais. Les autres projets X-Men, c'est quoi? D'abord, il y a le film X-Men Dark Phoenix qui arrive en 2018. Il y a également Deadpool 2 qui arrive, je crois, la même année ou 2019. Il y a la possibilité d'un film X-Force qui serait une déclinaison de Deadpool. Et il y a aussi le film New Mutants qui est un spin-off de X-Men. Et là, on a pas mal d'infos sur ce film. Réalisé par Josh Boone. Quoi d'autre? Il va se concentrer sur 5 jeunes mutants qui sont enfermés contre leur volonté dans une espèce de cave, si j'ai bien compris. Et le film, Boone l'a présenté comme un film d'horreur. Pourquoi? Parce que la Fox veut absolument que maintenant toutes les déclinaisons de films X-Men soient totalement différents. Donc on a Deadpool qui est très gore, très second degré. On va avoir les X-Men avec style Apocalypse qui vont être très chiant, très raté, ça c'est voilà, ils ont demandé de faire ça comme ça. Et après ils ont demandé sur les New Mutants d'en faire des films d'horreur. Donc, mais encore plus horrible que Apocalypse. En termes de, il est vraiment horrible Apocalypse. Mais c'est bon là, il est collé le truc. Là j'ai limite mettre du scotch. Et on a des infos sur le casting.
Anya Taylor-Joy, l'héroïne de Split, mais aussi de The Witch, a rejoint le film. Et elle va jouer Magic. Maisie Williams, Arya Stark. Là, tu peux mettre les photos, ma chère Daniel. Maisie Williams, donc Arya Stark de Game of Thrones, va jouer le personnage de Felina. Il y a des rumeurs comme quoi Henry Zaga de 13 Reasons Why va jouer le personnage de Sunspot. Et on a la grosse info, c'est que Rosario Dawson, qui joue actuellement dans les séries de Netflix Marvel. C'est qui dans 13 Reasons Why? Aucune idée. Là, j'ai vu que le pilote. T'as pas vu que le pilote de 13 Reasons? Si, ça m'a largement suffi pour me faire un avis définitif sur la série. Comme, écoute, moi je m'adapte aux pratiques de la presse française. Donc moi j'ai vu le pilote, j'en ai fait une généralité, je me suis dit ça doit être pareil et je ne suis pas allé plus loin, tout simplement. Bref. Notre ami Rosario Dawson devrait jouer Cecilia Reyes, donc, qui a la capacité de générer un champ invisible autour d'elle. Donc, en gros, un petit peu un pouvoir qu'il y avait notamment dans X-Men Apocalypse, puisqu'ils en abusaient. D'ailleurs, je l'ai revu ce week-end, X-Men Apocalypse. C'est pas terrible. Même analyse, finalement, que dans la première fois que nous l'avons vu, sauvé totalement par Quicksilver. Le truc, c'est qu'ils peuvent pas juste baser une saga sur Quicksilver. Ils m'ont tous déçu dans le film. McAvoy, Jennifer Lawrence, qui est imbuvable dans ce film, même Fassbender, tous les nouveaux mutants, Tornade. À un moment donné, tu sais, t'as un plan, t'as Apocalypse, t'as l'impression qu'il a été maquillé par des stagiaires de 3e, tu vois. Ils se sont dit, on va faire un délire cosplay pour aller à la PGW. Donc ça, c'est Apocalypse. Et derrière, t'as un plan avec les 3 pignoufs qui sont avec Apocalypse. Donc il y a Archangel, il y a Tornade et il y a Psylocke. Et là, mais c'était l'angoisse. Je me suis dit, mais j'ai tout fait pour éviter Power Ranger et il me le colle en pleine face. C'était violent. Les New Mutants, ça sort quand? Ça sort le 13 avril 2018. Donc il y aura 2 films X-Men en 2018. On n'en voulait même pas un et on en a 2. C'est terrible. Ok. Cette manière de maltraiter l'humanité. Est-ce que tu as terminé sur ta news X-Men? Tout à fait. Du coup, je vais me permettre d'enquiller. Tu as beaucoup de news encore ou pas? Ou je vais faire du coup? Ouais, j'en ai encore. Je vais faire le Festival de Cannes. Parce que le chat n'arrête pas de le demander. Et j'ai une news également sur John Wick 3. Tu veux que je les fasse et puis tu fais ton quickie pour terminer en beauté? Non, parce que j'ai pas mal de news. Ah bah vas-y. Donc du coup, je vais vous faire une première news pour vous dire que Gina Prince alors je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, Beat the Wood. J'espère que ce ne c'est pas la prononciation officielle. Eh bien, tout simplement, va réaliser donc le prochain film Silver and Black pour Sony. Et donc, qu'est-ce que Silver and Black? C'est le spin-off de l'univers Spider-Man, et qui est donc avec les 2 personnages féminins qui sont Silver Sable et la Chatte Noire. J'ai regardé un peu quelle était la filmographie de cette Gina Prince Beat the Wood, qui est en fait quasiment tous les films sont pareils. C'est que des comédies romantiques entre blacks. C'est super chelou. T'as des films où tu sais, t'as le whitewashing, etc. Là, c'est vraiment que ça. Et elle n'est jamais sortie de ça, sauf pour faire la comédie, tu sais, la série comique de Chris Rock, dont j'ai oublié le nom. C'était Everybody Love Chris ou un truc comme ça. Peut-être. Et qui est son seul autre genre. Bon, donc je sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre de Silver and Black. Mais why not? Peut-être une aventure. Elle ne sait pas prendre les selfies. Je pense que ce n'était pas un selfie. Ensuite, deuxième news, il y a Doug Liman, qui était donc le réalisateur de Age of Tomorrow, qui abandonne la Justice League Dark, qui était donc la Justice League, mais des forces, des démons, du paranormal, etc. Il y a eu un film d'animation sur la Justice League Dark il y a un peu moins d'1 an. Donc il abandonne le projet, et pas pour des mauvaises raisons, tout simplement parce que Warner le met sur un autre film qui est visiblement plus avancé. Donc on peut considérer que c'est juste parce que Justice League Dark, le scénario n'est pas validé, qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc ce n'est pas une catastrophe pour un film d'ici. Ils auraient casté le nouveau réalisateur. C'est un random total. Non, il l'aurait casté, mais personne ne confirme le nom. Mais en fait, parce que personne ne sait réellement si cette personne existe. Voilà, je continue avec mes petites news. Les studios Kodak
donc que les gens qui sont vieux se souviennent, qui prenaient des photos avec des appareils Kodak. Tout à fait. Et donc Kodak Moi, j'ai fait ça en classe de neige. est un des deux plus gros fournisseurs de pellicules pour filmer des films et des séries. Tu es déjà allé en classe de neige? Eh bien, je ne sais pas quel est le rapport avec cette news. Kodak. Et donc, eh bien, Kodak a annoncé qu'ils augmentaient le nombre de labos, ce qui est complètement fou, vu qu'on sait que de plus en plus de films, de séries sont tournés en numérique et que quasiment plus rien est en pellicule. On pensait que Kodak était sur la paille, et au final, ils ont annoncé qu'il y aurait beaucoup plus de studios de pellicules aux États-Unis. Bon, jusque-là, vous allez me dire, c'est super, ça ne me fait pas bouger celle de droite par rapport à celle de gauche, mais ce qu'il faut voir, c'est que les endroits où ils ont le plus augmenté la production, enfin en tout cas la gestion de post-production dans leur labo, c'est dans les zones de tournage de Walking Dead et dans les zones de tournage de Westworld. Donc ça, généralement, ça annonce qu'ils ont reçu un contrat sur plusieurs années pour continuer à gérer les gros bébés du moment. Donc dans ces coins-là, on peut imaginer que Walking Dead, du coup, pourrait avoir sous-entendu un contrat sur de nombreuses années, et Westworld de la même manière. Bon. C'est pas confirmé, mais Kodak, qui est au bord du précipice, qui ouvre des studios et qui renforce sur ces deux séries-là, moi je pense que ça veut dire que c'est des séries qui sont parties pour confirmer pour de longues saisons. Peter Jackson, je t'ai mis le petit lien. Ah, tu fais tout? Tout en fin de news, ma chère Daniel. Et donc, la petite image. Peter Jackson, qu'on avait un peu oublié après le Hobbit, avait annoncé il y a quelque temps qu'il allait tourner le film qui était une adaptation du livre Mortal Engines. Qu'est-ce que Mortal Engines ? C'est une saga littéraire britannique qui était basée sur... En fait, c'est un monde post-apocalyptique où les villes se déplacent, elles sont elles-mêmes sur des grandes roues, des chenilles, etc. Et on suit donc des personnages dans ces différentes villes. Et là... on voit qu'il y a donc le premier... donc c'est le premier artwork qui a été diffusé par Peter Jackson. On rappelle qu'au casting, il y a Hugo Weaving, Stefan Lang, Robbie Sheehan, Ronan Raffatai, et Hera Ilmar, Jiae, Leia George et bien d'autres. Oui, donc il y en a deux de connus dans le lot. Et le truc, c'est que globalement... j'en attends vraiment rien de Mortal Engines quand on avait entendu le petit résumé. Mais moi j'ai vraiment hâte parce que j'attends une nouvelle saga comme le Seigneur des Anneaux, un truc qui tous les ans à la fin, vraiment pour Noël, on a un gros truc qui n'est pas Star Wars parce que du coup on connaît déjà l'univers de Star Wars. En tout cas en plus, j'entends par là. Et j'ai envie de lui donner sa chance à Mortal Engines. Moi. Apparemment il est à la production, pas à la réelle. Apparemment. Ouais. Ta news. Et moi, l'artwork, je trouve que ça fait très Horizon Zero Dawn. L'héroïne et tout, comme ça, avec les cheveux longs, rouquine. Ma news, je vais vous parler du Festival de Cannes. Puis-je ? Mais bien sûr. Alors, il faut juste descendre un petit peu. Le Festival de Cannes, ça s'est déroulé pendant 15 jours. Ça s'est terminé dimanche. Totalement éclipsé par le Grand Prix de Formule 1. Et ça aurait été probablement éclipsé par à peu près tout. La palme est revenue au film The Square de Ruben Östlund, un film avec Dominic West et Elisabeth Moss. Et alors moi, ça m'a fait personnellement très beaucoup plaisir. Je sais que ça se dit pas, mais j'avais envie de le dire. Ça m'a fait vraiment plaisir que The Square gagne. Pourquoi ? Parce que c'est enfin une palme qui a réussi à faire l'unanimité. Bon, contre elle, mais au moins, elle a fait l'unanimité. Et ça, je trouve ça très cool. Un film de plus de 2 heures qui apparemment est assez chiant, avec Dominic West et Elisabeth Moss. Elisabeth Moss qui est devenue, avec The Handmaid's Tale, vraiment une actrice qui est hyper bankable en ce moment. On l'avait vu notamment dans Mad Men, on l'avait vu dans The West Wing. Et à Cannes, à Cannes, elle était très présente et elle était vraiment au cœur du festival, notre amie Elisabeth Moss. JBD Ribidi sur le chat nous pose la question, est-ce que la tenue de Kerr prouve qu'il revient en direct du festival de Cannes ? Oui, tout à fait. Et quel est ce film, The Square ? C'est un film qui raconte l'histoire d'une exposition contemporaine et de l'artiste qui va la mener à bien et qui va en même temps devoir se remettre en cause, lui qui est un idéaliste et qui réagit mal au vol de son téléphone portable au moment où son exposition, qui est à ses premières heures, connaît un succès médiatique inattendu. C'est vraiment... ça me prend aux tripes, rien que vous le dire.
Ensuite, prix de la mise en scène, et là c'est un petit coup de gueule que je vais faire, c'est Sofia Coppola qui l'a eu pour le film Les Proies. D'ailleurs, le film Les Proies a reçu des critiques assez négatives, mais tout le monde a reconnu que la qualité de la mise en scène de Sofia Coppola était là. Pourquoi est-ce que c'est un coup de gueule? Alors, non pas que j'aime pas Sofia Coppola, au contraire. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé Lost in Translation, on en avait parlé la semaine dernière. Sofia Coppola, figurez-vous, c'est seulement la deuxième femme, pardon, à avoir un prix d'interprétation, un prix de n'importe quoi, je la refais. C'est seulement la deuxième femme à avoir un prix de la mise en scène à Cannes en 70 festivals. Je trouve ça complètement hallucinant. Dans quel monde vivons-nous? Vraiment. Et ça rejoint un petit peu la grosse polémique qui a été lancée aujourd'hui par l'actrice Jessica Chastain, qui déplore la faible présence des femmes au Festival de Cannes et surtout la manière dont elles sont mises en avant. C'est vrai que par exemple, à la montée des marches, c'est juste les jolies robes, les décolletés, etc. Alors Elisabeth Olsen, par exemple, qui pour son film avec Jeremy Renner avait une robe absolument incroyable et divine, on est d'accord, mais c'est particulièrement dommage que de réduire la femme à ça, quoi. Le buzz qu'avait fait notamment Sophie Marceau l'année où elle avait lâché son sein en montant les marches de Cannes, enfin, les femmes ne doivent pas être limitées à ça à Cannes, c'est absolument aberrant. Jessica Chastain a raison, et Sofia Coppola mérite visiblement son prix, mais c'est une aberration qu'il n'y en ait eu que deux, quoi. Bah oui et non, parce qu'en fait, il n'y a que 23% des réalisateurs qui sont des femmes. Bah, et peu importe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 23% des... Pourquoi est-ce qu'il y a deux femmes en 70 ans? Bah parce qu'il y a 23% à aujourd'hui. Ouais, mais même elles sont pas assez représentées. Enfin... Ah non, mais que 2 sur 70, c'est très peu. Mais il faut juste se rappeler que réalisatrices, il y en a très peu. Il y en a 23. Enfin, il y a 23% aujourd'hui. Parce que quand Catherine Bigelow a gagné l'Oscar pour Des mineurs face à son ex-mari James Cameron et Avatar, tout le monde était là, oh, mais c'est incroyable, c'est une femme, elle a gagné l'Oscar. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah bon? Mais oui. Moi, j'ai pas souvenir. Ah si, si. Ava DuVernay avec Selma, pareil, on n'a pas arrêté de dire, oh, voilà, vous vous rendez compte, c'est une femme. Non mais on s'en fout, sérieux. C'est pas, enfin, on n'en est pas là quand même. Bref, donc bravo à Sofia Coppola. Prix spécial pour Nicole Kidman. Là, je vais vite. Grand prix pour le film français 120 battements par minute sur Act Up dans les années 90 et mettre en avant le fait que l'épidémie du sida se répand en France. D'après le président du jury, Pedro Almodovar, il aurait donné la palme à ce film. D'ailleurs, c'est très curieux que le président du jury dise qu'il aurait donné à celui-là et pas à The Square, mais il a dit, voilà, les membres du jury, dont Bing Bing Fan, dont... Jessica Chastain notamment, et ben voilà, et c'était plus pour The Square. Le prix d'interprétation féminine pour Diane Kruger pour In the Fade, qui a été considéré par beaucoup de magazines, beaucoup de sites comme le pire film de la sélection officielle. En tout cas, Diane Kruger gagnait pour ce film. Et alors, moi, je veux juste m'arrêter sur le prix qui me fait vachement plaisir, qui est le prix qui a fait le plus buzzer parce que la personne qui l'a reçu a pas compris qu'elle l'avait reçu et du coup, elle était là en train de s'ennuyer alors que toutes les caméras et toutes les personnes étaient en train de le regarder. C'est bien évidemment Joaquin Phoenix qui a gagné le prix d'interprétation masculine pour You Were Never Really Here. Il y a des photos, Daniel, si tu veux montrer, de Joaquin Phoenix qui est tranquillou dans son siège alors que les gens sont en train de le regarder. Donc voilà, tu vois. Mais il a vraiment pas grillé. Hein. C'est la personne à côté qui, je me demande si c'est pas Rooney Mara d'ailleurs, qui lui dit non mais mec, il faut y aller, là, aller chercher le prix. Et moi, ce que j'adore, c'est que Joaquin Phoenix ait eu ce prix. Mais qu'est-ce que cet acteur mérite un prix comme ça, quoi. C'est vraiment un monstre. Si vous n'avez pas vu du Joaquin Phoenix, il a été rendu entre guillemets célèbre pour son Lord Gladiator, mais c'est infiniment d'autres choses. C'est un des acteurs fétiches de M. Night Shyamalan avec Signe, avec Le Village. Il a joué dans un film d'Anderson, The Master. Il a joué dans Two Lovers, qui est un de mes films préférés. Il a joué dans une pléthore de films de James Gray. Il a eu aussi une période de sa vie qui a été assez trouble, puisque c'est le moment où il a arrêté de faire du cinéma pour faire du rap. Est-ce que tu te rappelles de ça? Donc, alors, ce qui est d'ailleurs, c'est que personne n'était au courant. James Gray, qui est quand même... pour lui, c'est vraiment l'acteur par excellence. James Gray, il adore Joaquin Phoenix. Il avait dit, mais il est complètement teubé. C'est n'importe quoi. Après, bon, s'il nous fait un bon album, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il abandonne un talent pareil? Et là, il avait fait donc, ses premiers pseudo-concerts de rap. C'était catastrophique. Il était barbu, cheveux longs, etc. C'était n'importe quoi.
Et en fait, c'était un montage avec son pote Casey Affleck, puisque Casey Affleck réalisait un documentaire qui s'appelle I'm Still Here, et Joaquin Phoenix, je sais ce que tu vas faire, ne le fais pas, Joaquin Phoenix jouait donc la comédie depuis le début, et après il a fait Here, il a fait Walk the Line aussi, il a fait The Immigrant, un nouveau James Gray, il a fait plein de choses, il a joué dans des Woody Allen notamment, enfin Joaquin Phoenix c'est un monument. Et voilà, je pense vraiment que dans les acteurs vivants, c'est pour moi, enfin à mes yeux, c'est un des meilleurs très clairement. Donc voilà pour le Festival de Cannes, qui globalement, alors c'est marrant, tous les journalistes ont dit la même chose. Globalement, on s'est un peu fait chier, mais c'était cool. Bah, tu lui as bien rendu hommage avec cette news. Du coup, je vais essayer d'enchaîner disant rapidement, blablabla, ça on s'en fout. J'essaie de vous trouver les news les plus intéressantes. Ah oui, alors il y a un truc que je trouve vraiment pas mal, c'est le Dark Universe qui a été annoncé très récemment. Un casting de fou furieux avec l'image, c'est le dernier lien, avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe, Johnny Depp et Javier Bardem dans le casting. Pas mal. Ça pose les bases. Qui est-ce que de quoi est-ce qu'on parle ? Eh bien, Johnny Depp incarne l'homme invisible. Alors, je vous lis le pitch purement et simplement. Johnny Depp incarne l'homme invisible. C'est un univers qui est connecté qui est organisé par une mystérieuse organisation dont le nom est Progidium. Celle-ci est menée par le Dr Jekyll, qui est joué par Crowe. Cette organisation a pour mission de traquer, étudier et parfois détruire le mal incarné par ces monstres en travaillant indépendamment de tout gouvernement ayant recours à des pratiques tenues secrètes depuis des millénaires. Le Progidium fait en sorte que le public ne soit pas au courant des menaces qui le menacent. Alors, bref. Juste une petite remarque là sur la photo, est-ce que tu peux la remettre, Daniel ? On ne le voit pas, mais en fait, Tom Cruise est debout sur le fauteuil au niveau du bras de Javier Bardem. Hein. Il n'est pas au sol, hein. Il est vraiment debout. Voilà, c'était juste pour faire une précision sur Tom Cruise. Voilà. Bon, au contraire, c'est des bombes. Enfin... C'est un troll, vas-y, enchaîne. Donc casting de ils auraient mis Dwayne Johnson à côté, ça aurait été drôle. Il y a juste le logo qui a aussi été dévoilé. Moi, j'ai envie de dire, pour des acteurs aussi costauds que tous ceux-ci, il y a très faible chance pour qu'ils soient appelés sur DC ou sur Marvel. Bon, c'est le coup déjà été dit. Là, oui, mais c'est un caméo, quoi. Oui, bien sûr. Et je vois pas un film apparaître sur Jor-El, tu vois. Donc le truc, c'est que là, ils vont avoir leur film de super-héros, parce que c'est comme ça que je le comprends. Après, il faut faire attention, parce qu'il y a déjà eu un film qui était assez proche en termes de casting et en termes d'histoire même, vu qu'il y avait déjà L'Homme Invisible notamment et Dr Jekyll. C'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui a été un énorme fiasco, à la fois en termes de réalisation et pour des raisons internes à la production, j'entrerai pas dans les détails, et un succès critique catastrophique et public catastrophique, enfin bref. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, moi ça me donne envie de regarder ça. Tu avais une petite news John Wick avant que je fasse il y a Yulan Gaming sur le chat qui est arrivé pour nous faire une pub pour sa chaîne, gagner des abonnés, etc. Qui s'est fait, mais alors, détruire par le Nightbot. J'ai envie de dire, c'est bien fait. Pour Sofia Boutella, je trouve que c'est vachement bien. L'actrice algérienne est en train d'exploser. On l'avait vu dans Kingsman. Là, elle est dans La Momie. Là, elle enchaîne avec ça. C'est bien, je trouve. C'est mérité. Ma news de John Wick, oui, c'est juste pour vous dire que le réalisateur Chad Stahelski, qui avait fait John Wick 2, dont j'ai parlé la semaine dernière, il a parlé du 3, puisque c'est confirmé, hein, le 3. Et en fait, il a annoncé que le scénario, l'écriture se passait bien, que l'histoire se concentrerait davantage sur le fonctionnement de la société qui entoure John Wick, et qu'il était plutôt optimiste sur le tournage, qu'il pensait voir commencer fin 2017, début 2018 au pire, et que le film devrait sortir donc soit fin 2018 ou début 2019. Donc ils sont super contents de nous annoncer que John Wick 3 sort dans 2 ans ou 1 an et demi. Moi je trouve que c'est vraiment trop long. Un John Wick, normalement, c'est tous les 6 mois grand max. On peut pas tenir plus sans un bon John Wick. Est-ce qu'on fait une blague sur le fait que c'est rapide à produire parce que le scénario... Eh ben, tu as complètement tort. Alors, il y a quand même un scénar dans John Wick, tu peux pas dire ça.
Non, mais vraiment, tu es un anti-John. Non, mais Je ne comprends pas cette y en- haine à l'encontre de il y en John. a un, c'est juste qu'il est simpliste. Mais non, pas du tout. Très bien. Oui, un enquille- peu, d'accord, ok, c'est pas Inception. Hein, mais en effet, bon. On enquille du coup. On rappelle que j'ai pas vu John Wick 2, donc je vais pas me permettre de juger plus un jugement que ça. Donc on était là aussi pour dire que les premières critiques sont sorties sur Wonder Woman. Et du coup, même si donc on gardera la nôtre quand le film sera sorti définitivement en France. Globalement, si on résume un peu les avis des critiques américaines, le film est le meilleur d'ici, donc de ce renouveau. Donc on est post-Nolan et post-Dark Knight. Donc pour eux, c'est le meilleur entre Man of Steel, Batman et Superman, Batman vs Superman et donc Wonder Woman. C'est de loin le meilleur. Il y a Suicide Visiblement, Squad aussi, il aurait... Ouais, Suicide Squad. Mais bon. Il y aurait Green Lantern aussi. Excusez-moi de l'avoir zappé. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Eh bien oui, le truc, c'est que le film serait donc le plus réussi, notamment pour une succession de scènes toutes extrêmement épiques et réussies, les unes après les autres. Il y aurait, vers le milieu du film, une scène qui est la plus grande scène de l'histoire des films dans le terme de spectacle, la plus grande scène de tout d'ici, tout court. Ah ouais ? Nolan, pas Nolan, etc. Non. Si. Et même mieux que Batman et Robin, Je la suis bataille juste contre en train Freezer. de résumer. Enfin, Mr. Freeze. Donc, bref, plutôt dithyrambique. Un scénario qui a l'air par contre très simpliste. Donc c'est, enfin, très simpliste. Je résume trop là. C'est un scénario qui a l'air d'être trop, on va dire, on va du point A au point B, puis du coup on imagine quel est le point C, on est là, du coup on sait quelle est la suite, etc., etc. Et on peut annoncer que suite à ce démarrage critique, eh bien, Wonder Woman 2 a été annoncé, confirmé, parce qu'il y avait déjà eu des annonces, il était confirmé, et le producteur a également dit qu'il serait dans le passé. Comme on le rappelle, Wonder Woman est en 1910, eh bien, il y aurait du coup Wonder Woman 2 en 1930. Une fois qu'elle aurait tapé de la Première Guerre mondiale, eh bien, elle serait dans les méandres de la préparation de la deuxième. Voilà. Ok, bah moi ça me botte de plus en plus à Wonder Woman. Bah là, pour le coup, moi, j'en entendais rien du tout, mais Outre le fait il y a que Gal Gadot me crève les yeux. tellement de critiques qui sont incroyables. Donc la fameuse scène, pour ceux qui iront au cinéma, serait la scène où pour la première fois, elle est en costume complet. Voilà. Ok. En tout cas, moi, j'ai hâte. Bah, J'ai ça vraiment serait hâte. la scène sur le champ de bataille alors. Ouais. Oui, mais le champ de la Première Guerre mondiale. Oui. Tu sais, où elle avance, elle a déjà cette tenue-là. Donc ça sous-entendrait que c'est soit cette scène-là dans la Soit bande-annonce, c'est un petit peu avant. soit c'est un peu avant. Voilou. Intéressant. On enquille ? Bah oui, on fait les news. Je On pense les a faites les news. Je pense C'est l'heure de la pub. il est l'heure de faire cette fameuse pub. Car il Vous ne savez, reste que 30 minutes d'émission. cette pub tellement connue car elle n'est pas monétisée. Eh bien, on se retrouve tout de suite après quelques minutes de pub, le temps que Ker puisse faire ce qu'il a à faire. Let's